On peut y aller. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau débat organisé par Objectif France et que vous pouvez suivre en direct sur sa page Facebook. Alors, nous avons comme invité ce soir Monsieur Jean-Philippe Delsol, président de l'Institut de recherche économique et fiscale, donc président de l'IREF, que je remercie d'ores et déjà chaleureusement et vivement d'avoir accepté cette invitation. Donc, Monsieur Bonjour et merci. Merci. Donc, Monsieur Delsol qui va débattre avec Rafik Smati, président d'Objectif France, sur le sujet suivant: quel projet pour sauver la France? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années encore, ces termes de sauver la France auraient pu paraître un peu surdimensionnés, grandiloquents, décalés. Et pourtant, alors je parle sous votre double contrôle, hein, messieurs, mais je parle aussi sous le contrôle de ceux et celles qui nous écoutent. Beaucoup de Français ont le sentiment d'un déclin qui parfois se mue, en tout cas ils ont le sentiment que ça se mue même en décadence, le sentiment d'une perte de niveau de vie, d'un sentiment de déclassement, d'une défiance vis-à-vis de l'offre politique, d'une défiance vis-à-vis des projets, tout simplement de l'offre politique sur les personnes, mais aussi et surtout sur les idées. Donc ça nous renvoie au sujet de ce soir, et on l'a vu avec l'abstention record lors de ces dernières élections départementales, enfin en tout cas du premier tour de ces élections départementales et régionales. Alors le sujet de ce soir, c'est donc quel projet pour sauver la France. On est sur un format assez classique d'1h30, donc avec un petit peu moins d'une heure de débat après quelques minutes de propos liminaires de ma part, où vous allez pouvoir, enfin je vous suggère en tout cas, tout d'abord d'entamer cet échange par votre état des lieux, hein, la photographie que vous faites de l'état du pays. Ensuite, on pourra évidemment échanger sur vos propositions dans les différents grands pans d'un projet politique, c'est-à-dire les questions régaliennes, les questions économiques, les questions sociales, la place de l'État pour justement être facilitateur de ce sursaut du pays et non pas l'entraver, et puis aussi comment s'inclut notre destin national à travers vos idées, vos projets dans l'ensemble européen. Et enfin, je vous propose comme dernière question, hein, mais après évidemment ça dépendra aussi de vos échanges, mais c'est un fil conducteur initial, donc de vous demander, vu l'état d'anomie politique de nos compatriotes, la défiance envers l'offre politique, c'est comment faire de la pédagogie pour faire accepter vos idées, vos projets respectifs et redonner de l'espérance à une population relativement déboussolée. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous laisser la parole, hein, je vais donc compléter cette rapide présentation donc des intervenants de ce soir. Donc, Monsieur Delsol, vous êtes sur le plan professionnel, vous êtes avocat fiscaliste. Absolument. Vous avez créé un cabinet réputé de plusieurs dizaines de collaborateurs qui suit, enfin en tout cas qui conseille beaucoup de nos compatriotes sur ces questions donc de prélèvements obligatoires. Et vous êtes président de l'Institut de recherche économique et fiscale, c'est ce que je disais tout à l'heure, président de l'IREF, et c'est sous ce titre que nous vous avons invité ce soir, et encore merci de votre présence. Donc l'IREF, c'est un laboratoire d'idées européen qui a été créé il y a une vingtaine Il y a d'années. 20 ans. Voilà une vingtaine d'années, effectivement, et je crois que vous en êtes le président depuis le début. Absolument. Et je parle sous votre contrôle, mais d'après ce que j'ai pu voir en source ouverte, l'IREF donc a été créé avec des personnalités assez diverses en fait, à la fois du monde académique, du monde universitaire, du monde de la recherche économique, mais aussi et surtout par des praticiens entre guillemets, hein, des cadres d'entreprise, des entrepreneurs, dans ce qui permet, je suppose, une fertilisation croisée entre les aspects théoriques et les aspects pratiques. C'est tout l'objet d'ailleurs d'un projet politique, et c'est pourquoi votre point de vue est extrêmement intéressant pour nous au regard du projet que nous-mêmes nous avons essayé d'élaborer, mais peut-être dans une démarche inverse, plutôt une démarche qui vient du terrain pour aller plus vers les théories, plutôt qu'une démarche de la recherche qui essaie de se confronter aux réalités économiques. Donc c'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi de cet échange ce soir. Et aussi, je crois que vous êtes très attaché à l'indépendance de vos travaux. Et c'est pour ça, il me semble, que vous êtes financé uniquement par les dons, les cotisations Uniquement, absolument. de C'est vos très adhérents. important.
Nous ne recevons pas de subventions d'État, Voilà, publiques, quelles qu'elles soient. tout à fait. Alors, j'ai noté également que vous intervenez depuis de nombreuses années dans les médias, hein, à la fois la radio, la télévision, la presse écrite, dans des périodiques, dans des quotidiens qui font référence, comme Les Échos, Valeurs Actuelles, Le Monde, de nombreux articles sur des sujets donc, essentiellement sur le plan économique et social, mais pas que. Et vous avez été l'auteur d'une dizaine d'ouvrages hein, depuis la fin des années Exact. 70. Et je me permets d'en citer quelques-uns, comme en 1986, diminuer l'impôt pour une nouvelle fiscalité. Vous voyez que ce sujet n'est pas C'est pas nouveau. nouveau, c'est pas Voilà. nouveau. Donc, l'idée de trouver finalement ce bon niveau de prélèvement pour à la fois financer les politiques de l'État qui ne peuvent pas être confiées à un autre acteur, notamment les politiques régaliennes, et en même temps un niveau de fiscalité qui n'est pas confiscatoire, qui suscite, je dirais, l'initiative et la création de richesses. Je note également en 2012 à quoi servent les riches. En 2013, pourquoi je vais quitter la France. Alors on se souvient du contexte de 2013 avec le début du quinquennat de François Hollande et avec ce ras-le-bol fiscal hein, qui avait entraîné notamment le mouvement des bonnets rouges et des pigeons. Donc pourquoi je vais quitter la France. 2016, l'injustice fiscale ou l'abus de biens communs. 2017, échec de l'État pour une société de libre choix. Donc Avec Nicolas Lecossin, qui dirige l'IREF avec moi. Exactement, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. Donc tout ce, c'est toujours le primat de ce principe aussi de liberté hein, qui nous rapproche, je pense. Et puis 2019, l'éloge de l'inégalité, donc un titre qui peut paraître, je pense, à dessein évidemment un peu provocateur pour dénoncer, si j'ai bien compris, un principe français donc, qui est sur les frontaux de nos établissements publics, hein, liberté, égalité, fraternité, donc le principe d'égalité qui, selon vous, vire à un dogme égalitariste qui inhibe l'initiative et qui entraîne une espèce d'appauvrissement. Oui, il s'agit de dénoncer l'idéologie de l'égalitarisme en quelque sorte. Exactement, voilà. Alors, quant à vous, Monsieur Smati, vous êtes président fondateur d'Objectif France, qui est un mouvement qui est né en 2014, qui s'est mué en parti politique en 2018 et qui s'est frotté lors des dernières municipales au suffrage universel. Et donc, il y a ses premiers élus aux quatre coins du territoire pour défendre justement le projet que Objectif France a élaboré et qui continue son bonhomme de chemin en tant que parti politique, puisque un certain nombre de personnes d'Objectif France, de militants, étaient donc figurent sur des listes pour les départementales et les régionales. Alors, sur le plan professionnel, vous êtes un entrepreneur, vous êtes le président fondateur d'un groupe dans le numérique, hein, vous faites partie des pionniers de l'aventure Internet avec une PME donc dans le numérique et des marques relativement connues du grand public comme les cartes de vœux virtuelles Dromadaire ou Print, l'impression en ligne qui est le concurrent français du géant anglo-saxon du secteur Vistaprint. Et vous êtes aussi l'auteur d'un certain nombre d'essais, d'un certain nombre d'ouvrages qui ont comme fil conducteur une vision positive de l'avenir et quelque part, ça tranche un petit peu avec l'ambiance de notre pays aujourd'hui et ça fait du bien. Donc une vision positive, c'est-à-dire, alors pas une vision positive naïve, mais en tout cas l'idée que la France a des atouts extrêmement puissants et que vous avez la conviction qu'il y a un génie français, que ce génie français, il est entravé par des carcans administratifs, par une part trop importante de l'État dans la société, et que donc, moyennant la libération de ses forces productives, la France peut parfaitement de nouveau retrouver sa place comme un phare économique, politique et culturel en ce début de XXIe siècle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire hein, pour ceux et celles qui nous écoutent, ce que je pouvais vous dire concernant donc, Rafik Smati et M. Delsol. Alors sans plus attendre, je vais vous soumettre la première question. Donc en forme d'état des lieux, donc avant d'aborder vos propositions sur les différents champs d'un projet politique, quel est votre diagnostic, quelle est votre photographie de l'état de la France aujourd'hui ? Alors, je me tourne peut-être vers vous, Monsieur Delsol, qui nous avez fait l'honneur d'accepter cette invitation pour lancer ce débat. Écoutez, je vous remercie. Je vais vous dire en quelques mots ma vision un peu pessimiste, mais pas que. C'est vrai que fondamentalement, si je veux résumer, je vais dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de lassitude du monde occidental. Et je dis bien du monde occidental parce que ça n'est pas la planète entière qui s'abandonne un peu, qui devient paresseuse peut-être, qui en a assez d'innover, d'avancer, de travailler. Non, il y a l'Asie qui avance plus que nous. Il y a peut-être une partie de l'Afrique qui se réveille. Et donc,
je crois qu'il est très dangereux pour l'Occident d'une manière générale de s'abandonner comme ça à finalement ces lauriers qui sont chaque jour un peu plus anciens. Et la France est peut-être particulièrement visée par ce phénomène d'abandon que j'évoque. En France, vous le savez, enfin nous le savons tous, mais puisqu'il s'agit de resituer un peu le cadre de notre constat pour changer, bouleverser les choses, je rappelle que nous sommes les champions du monde. Enfin, pas tout à fait, hein. Il y a quand même la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, bon, qui sont devant nous. Mais quand même, nous sommes le champion du monde, à part ça, des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques, etc. Dépenses publiques, tenez un exemple. En fait, nous étions en 2019 à 56% à peu près de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, au PIB, au produit intérieur brut. 2020, alors bien sûr, il y a l'épidémie, la pandémie, mais quand même, on a fait plus fort que les autres là aussi. On est passé, alors l'INSEE dit 61,8. Moi, je dis, parce qu'on a fait les calculs, d'ailleurs avec les chiffres de l'INSEE, et en réalité, c'est 66,1% de dépenses publiques par rapport au PIB. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui dépense à tout va, et il le fait comment? Il le fait en s'endettant. On va atteindre bientôt les 120% de dette par rapport à notre richesse nationale. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup plus que la plupart des pays civilisés, et c'est un danger pour l'avenir de notre pays. C'est pour ça qu'il faut réagir, et on verra comment. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Delsol. Alors, pour vous, Monsieur Smati, quelle est votre photographie de la situation de la France? Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Philippe Delsol pour cet échange. J'ai beaucoup d'intérêt et de respect pour ce que fait l'IREF à travers M. Delsol et M. Le Cossin notamment, parce que, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, tropisme a priori économique, à chaque fois que j'ai eu des échanges avec Jean-Philippe Delsol ou Nicolas Le Cossin, j'ai pris conscience d'une chose, et ça, c'est pas le cas dans tous les think tanks, je peux vous le dire, qu'il y a une vraie dimension civilisationnelle dans la démarche de l'IREF, et que l'on a vu dans l'introduction que vient de faire à l'instant M. Delsol, où il démarre par un constat que je fais aussi, et que nous sommes hélas de nombreuses personnes à faire, qui est celui de la déliquescence même du déclin du modèle occidental tel qu'on le connaît. Le désarmement intellectuel, philosophique, moral du modèle occidental, et qui est extrêmement qui est renforcé en France, c'est ça qui est quand même spectaculaire, par les politiques qui ont été menées depuis 40 ans, qui ont été des politiques de renoncement, d'abandon, de clientélisme parfois, qui ont fait que nous avons renoncé à la puissance, nous avons renoncé à la grandeur, nous avons renoncé à l'idée qui était pourtant dans les gènes de la France, cette idée qui consiste à dire que impossible n'est pas français, que nous sommes là pour braver toutes les difficultés, que nous sommes là pour écrire l'histoire. Et l'objet de mon engagement aujourd'hui, c'est précisément celui-là. C'est une lucidité, c'est-à-dire un constat qui est évident, la probabilité, et je le dis très clairement, la probabilité d'un déclin est aujourd'hui plus importante que la probabilité d'un sursaut, voire d'une renaissance. C'est une évidence. Mais une probabilité forte ne veut pas dire une assurance de. Je suis donc convaincu que la France a en elle tous les ressorts, ou plutôt les Français ont en eux tous les ressorts pour pouvoir conjurer le destin et cette funeste décadence qui est aujourd'hui à l'œuvre. Encore faut-il que l'on puisse se reposer sur notre histoire, sur notre passé, sur nos racines, qu'on puisse les faire nôtres et que l'on puisse avoir une vision entraînante, positive, conquérante de l'avenir. Et c'est le cœur d'un engagement politique qui doit être aujourd'hui celui d'un Français qui s'engage dans l'échiquier politique. Mais avec
une spécificité française, et je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qu'a dit M. Delsol, qui est le fait qu'il y a un élément dans l'équation qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est l'État français. L'État français qui, dans le passé d'ailleurs, la France est en grande partie ce qu'elle est grâce à son État. C'est l'État qui a constitué la nation française, encore faut-il le rappeler. Sauf que l'État, depuis 30 ou 40 ans, s'est mué en une technostructure qui a enchevêtré les lois, les normes. Il y a quand même 400 000 normes en France qui a enchevêtré tous les textes, les codes, etc. Et au final, plus personne n'a la maîtrise réelle de où commence et où finit l'appareil d'État. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Ce coût, ce sont vos enfants qui vont le payer dans les années, les dizaines d'années qui viennent à travers la dette que l'on met sur leurs épaules. Et puis, c'est nous qui allons le payer à travers les prélèvements obligatoires, où on est effectivement parmi les meilleurs du monde, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est là. Il y a des raisons objectives d'être inquiet. Il y a des raisons d'espérer, et c'est ce qui motive notre engagement, mais à condition de mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le rôle de l'État, en le concentrant notamment sur ses missions principales. Très bien, merci, merci beaucoup Rafik Smati. Donc là, on voit bien que vous rejoignez, au-delà des chiffres, au-delà du taux de dépenses publiques, taux de prélèvement obligatoire, vous avez quelque part une approche plus civilisationnelle du problème de la France et de l'Occident de manière générale, avec donc au-delà d'une espèce de déclin économique, un déclin donc moral. Mais est-ce que ce déclin un peu moral de notre société, est-ce que dans ce contexte-là, les Français peuvent-ils encore être réceptifs à un projet politique, à des idées politiques? Donc, avant de rentrer donc sur le fond, sur les différents aspects d'un projet politique, est-ce que vous pensez qu'après des années de déception, les Français sont encore prêts à croire à un projet politique, aussi élaboré soit-il? Alors, on continue toujours dans le même ordre, donc si vous voulez. Je crois que tout est toujours possible. Seuls les mondes qui ne croient plus en eux-mêmes meurent. Tant que nous sommes quelques-uns à croire à notre avenir et à notre civilisation, tout est encore possible. Simplement, ce qu'il faut, c'est finalement réveiller la conscience de chacun. Il faut rendre à chaque Français le sens de la liberté et de la responsabilité. Le problème, en fait, et je partage tout à fait, j'en profite pour le dire, ce qu'a dit Rafik Smati, et j'admire aussi finalement le courage qu'il a à s'engager en politique, parce que c'est un monde compliqué, dur, difficile, mais dans lequel il faut que nous soyons un certain nombre à aller pour dire aussi ce que nous avons à dire, faire passer des messages. Et donc, pour moi, le message principal, c'est vraiment liberté et responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de faire en sorte que les Français puissent se réapproprier leur vie, se réapproprier leur devenir, c'est-à-dire leur avenir. Et donc, en fait, que l'État leur rende, parce que l'État a capté, s'est approprié leur destin. Et c'est aux Français de le reprendre, mais c'est aussi à l'État d'accepter de le rendre parce que nous en sommes captifs. Et c'est toute la démarche. Et je crois que si on permet aux Français de se réapproprier leur destin, en même temps, et on va en discuter, on va leur donner les moyens de vivre mieux. Parce que, je vais prendre un exemple tout de suite, on l'abordera éventuellement plus en détail, mais aujourd'hui, nous avons des retraites qui nous coûtent très cher et qui sont modestes par rapport à beaucoup d'autres pays dans lesquels il y a d'autres systèmes, notamment pour une large partie, ce n'est pas forcément à 100% de la capitalisation au lieu de la répartition. Eh bien, il y a en fait, dans ce cas-là, des retraites qui rapportent plus à chacun des nationaux et qui leur coûtent ou leur ont coûté moins cher. Et donc, en fait, par ce simple biais, on permet aux gens de vivre mieux et de se réapproprier un peu leur liberté dans la vie. Car la liberté dans la vie, c'est aussi, ça n'est pas que, mais c'est aussi
une question de moyens. C'est la même chose au niveau de la sécurité sociale. C'est un autre exemple, mais extrêmement important. Les Français sont très attachés à leur sécurité sociale publique, mais en fait, elle est extrêmement coûteuse, sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte, parce que ce n'est pas eux qui payent. On paye pour eux. C'est l'employeur qui paye, c'est l'État qui paye. Dans un enchevêtrement, et là-dessus, d'ailleurs, je le souligne aussi, le programme qui a été présenté, qui est présenté par Objectif France sur son site de manière très simple, très didactique et très agréable, ce programme souligne à très juste titre cet enchevêtrement, ce mélange de tuyauterie, je crois, dites-vous dans votre programme. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que plus personne ne sait qui paye. Et chacun a l'impression de ne pas payer. En réalité, la sécurité sociale coûte beaucoup plus cher aux Français que les systèmes de santé et de protection sociale coûtent à beaucoup de pays civilisés, notamment les pays du Nord qui ont des économies proches de la nôtre, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., le Danemark. Et donc, en réalité, si on rendait aux Français la possibilité de s'assurer comme ils le veulent, on pourrait en même temps faire en sorte qu'ils soient plus libres de leur propre protection santé et que ça leur coûte moins cher. Voilà quelques exemples de moyens qui permettraient de revenir à un monde de liberté et de responsabilité. Merci. Et j'ajouterais, si vous me le permettez, Patrice, à ce que vient de dire M. Delsol, qu'il y a urgence à déconstruire un certain nombre de légendes urbaines. Je vais vous en donner une. Il y a une légende urbaine qui affirme que le modèle social français serait le meilleur du monde et que le modèle social français fait partie des grands acquis qui font la grandeur et l'honneur de notre pays. Eh bien, voilà précisément une légende urbaine à déconstruire. Et c'est assez simple à déconstruire. Quelqu'un qui vous envoie cet argument à la figure, qu'est-ce qu'il faut lui expliquer? Il faut lui dire, mais un modèle social qui engendre 10 millions de pauvres, 2 millions de personnes en situation de très grande pauvreté, 2 millions de personnes au resto du cœur, 6 millions de chômeurs, un modèle social qui est incapable de fournir des masques et des blouses à son personnel soignant en très grande pandémie, un modèle social qui voit de la très grande pauvreté parmi ses retraités, un modèle social où nous avons des hôpitaux, des EHPAD qui s'écroulent de toutes parts. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est le meilleur modèle social? On est sûr d'une chose, c'est que c'est le plus cher. La France représente à elle seule 11 ou 12% des dépenses sociales du monde entier. Et ce que les Français ont compris, notamment à travers cette crise du Covid, c'est que ce mythe, cette légende urbaine, cette fiction selon laquelle le modèle social français est le meilleur modèle du monde, eh bien, c'est un gigantesque bluff. Et que les vrais gens qui sont soucieux du bien-être des uns et des autres, bien, ce ne sont pas forcément ceux qui s'autoproclament de gauche. Ce ne sont pas forcément ceux qui prennent le drapeau, qui s'autoproclament socialistes et qui se parlent de bonnes intentions. Parce que ces gens-là sont complices de la casse sociale dans laquelle est aujourd'hui enfoncé notre pays et nos compatriotes. Et la meilleure façon de sortir de cette casse sociale, c'est-à-dire de cette pauvreté, de ce chômage de masse, de ces hôpitaux qui ne sont plus au niveau, de ces infirmières qui sont mal payées, etc. La seule façon de sortir de ce modèle de casse sociale, parce que je me reprends leurs mots à mon compte, eh bien, c'est d'insuffler non pas plus de socialisme ni plus d'étatisme dans le modèle social français, mais bel et bien d'insuffler plus de liberté. Et ça, c'est un combat qui est absolument salvateur, que nous devons absolument mener, parce que ça fait 40 ans que la France vit entre les mains de démagogues d'inspiration socialiste, et y compris quand la droite d'ailleurs a été au pouvoir. Et quand vous avez aujourd'hui, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui me disait la chose suivante, on parlait libéralisme, etc. Et elle me dit, oui, mais moi je suis quand même attachée, et c'est ce qu'il y a de bien en France, je suis attachée à ce qu'il y ait un matelas social. Mais ce matelas social, Madame la ministre, ne fonctionne plus. Il ne remplit plus sa mission. Eh bien, quand nous aurons réussi à déconstruire cette légende urbaine, lorsque nous réussirons à démontrer à nos compatriotes que la liberté
produira plus de prospérité et moins de pauvreté que l'étatisme et que le socialisme, alors oui, la France aura fait un grand pas. Merci, merci messieurs pour ce constat. Donc, à la fois une approche beaucoup plus systémique, civilisationnelle, un espèce de désarmement moral que vous avez souligné. Donc, la France n'aurait plus assez d'anticorps pour faire face aux défis économiques, politiques et divers qui sont les leurs aujourd'hui. Et puis, sur un plan beaucoup plus concret, on va dire, c'est une place de l'État qui n'est plus la bonne, alors que l'État a précédé la nation. Paradoxalement, aujourd'hui, l'État est ce qui est en train de déconstruire la nation, en tout cas la prospérité nationale. Donc, du coup, ça nous amène au premier thème, donc les questions régaliennes. Quelles sont vos propositions respectives pour finalement, pour un meilleur État, finalement un État qui n'entrave pas la création de richesses et le niveau de développement de notre pays, mais au contraire, un véritable État qui facilite la relocalisation ou la localisation de richesses sur notre territoire pour financer un modèle social et environnemental de haut niveau, de façon souveraine et pérenne, et non pas sur la dette. Donc, Monsieur Delsol, si vous voulez peut-être reprendre Je reprends, on la main. continue dans le même ordre. Voilà. Alors, je vais d'abord dire, parce que je crois que c'est tout de même important, c'est un point sur lequel je ne suis pas tout à fait en accord avec vous, ni l'un ni l'autre, ni Rafik Smati, ni vous, Patrice Huban. Je ne pense pas que ce soit l'État qui crée la nation. Je pense que c'est l'inverse même. Alors, vous allez me dire que je chipote un peu, mais pas tout à fait. Et vous allez voir pourquoi. En fait, ce que je crois, c'est que la nation, c'est une communauté d'hommes d'abord qui a envie de vivre ensemble et qui, pour vivre ensemble, se dote d'institutions. C'est-à-dire que l'État, qui est un ensemble d'institutions, vient donner une sorte d'armature à la nation. Mais la nation est première, je crois, et je le souligne parce que ça me paraît extrêmement important de rappeler que l'État est fait pour les hommes et non pas les hommes pour l'État. C'est d'ailleurs comme ça que l'État occidental, c'est-à-dire l'État libre, a émergé, à l'inverse, si vous voulez, de la cité grecque dans laquelle la cité dominait encore les individus, les citoyens. Bon, on ne va pas faire un cours d'histoire, mais c'est pour expliquer que fondamentalement, il y a un grand principe qui doit présider à toute réforme. C'est ce principe de subsidiarité sur lequel on pourra revenir avec l'Europe. Mais déjà au niveau français, au fond, on a modifié l'état d'esprit des Français en considérant que les communes, les départements, les régions, les collectivités territoriales attendent de l'État ce que l'État leur laisse faire ou leur demande de faire. Mais c'est l'inverse. Ce sont nos communautés locales qui ont les libertés premières et qui doivent les exercer. Et qui, lorsqu'elles ne peuvent pas les exercer parce qu'elles sont trop petites, parce qu'il faut passer à un échelon supérieur, délèguent au fond, laissent faire l'échelon supérieur. On disait en bas tout le possible, en haut seulement tout le nécessaire. Et je crois que ça, c'est tout à fait fondamental. Alors, à partir de là, on peut évidemment développer beaucoup de choses. Votre question était… Donc, la question, en fait, c'est quelles sont pour vous les priorités de l'État, finalement? Quelles sont les priorités? Mais je crois que là-dessus, et on est totalement d'accord avec Rafik Smati, les priorités, c'est parce que, justement, l'État est cette armature et ne doit pas être autre chose. C'est que l'État assume beaucoup plus complètement ses activités régaliennes. Et je crois que là-dessus, on est vraiment complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'État retrouve les moyens d'exercer des activités, des moyens qu'il a perdus aujourd'hui parce qu'il est submergé débordé par ses activités sociales. Alors, je vais donner quelques chiffres parce qu'il faut toujours illustrer ce qu'on dit. Et aujourd'hui, par rapport au produit intérieur brut, c'est la mesure qu'on peut donner, les dépenses de l'État dans les domaines régaliens que sont la sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, l'armée, la gendarmerie c'est l'armée, mais donc la police, l'armée et la justice, ce sont les trois grandes fonctions régaliennes, pas que peut-être, mais les trois grandes fonctions, eh bien, les dépenses de l'État pour ces trois grandes fonctions sont près de 30 fois inférieures à ses dépenses sociales. Pour situer, 30 fois supérieures les dépenses sociales. C'est-à-dire qu'en fait, les dépenses sociales sont tellement importantes
33%, près de 33% du produit intérieur brut, le tiers de notre richesse nationale, que l'État n'a plus les moyens d'assurer la sécurité dans ce pays. Il n'a plus les moyens d'assurer l'exercice de nos libertés. Et c'est là qu'il faut en revenir. C'est pour ça qu'il faut en fait, et je crois que c'est la ligne majeure de notre vision à l'IREF, il faut faire en sorte que progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais que progressivement, les Français retrouvent les moyens d'exercer leur liberté pour s'assurer, je l'ai dit tout à l'heure sur la santé et les retraites, comme ils le font finalement pour leur voiture. Hein, ça, ils savent très bien faire pour leur voiture. Pourquoi ils ne sauraient pas faire pour leur santé? C'est pareil. Il y a les mêmes types de risques. Et pour la retraite, c'est pareil aussi. Mais qu'ils retrouvent aussi les moyens, par exemple, de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. On peut admettre que l'éducation de leurs enfants soit finalement surveillée par l'État pour qu'il s'assure, l'État, que tous les enfants qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes, ce sont des enfants précisément, aillent à l'école et aient le meilleur enseignement possible pour leur niveau de compétences, d'intelligence, etc., de capacité. Mais ceci dit, pourquoi est-ce que l'État s'occupe de l'éducation de nos enfants si nous pouvons nous en occuper nous-mêmes? Et là, il y a des tas de solutions comme le bon scolaire. D'ailleurs, l'État remet à chaque parent ou chaque éducateur, quand il n'y a plus de parents, un bon qui représente une année d'enseignement dans n'importe quel établissement scolaire, et on le remet à l'établissement de notre choix. Ce qui permet de finalement redonner une liberté et donc une responsabilité aussi, je dis toujours la même chose, mais parce que c'est tellement important, aux parents, et donc aussi d'ailleurs aux enfants qui le ressentiront et aux enseignants. Et je crois que c'est par là parce qu'il faut recommencer à la base. Si on veut rééduquer notre société à la responsabilité, il faut recommencer au niveau de l'éducation. Il faut que de nouvelles générations responsables naissent. Et donc, il faut leur en donner les moyens, leur en donner le cadre. C'est la raison pour laquelle j'évoque l'éducation, parce qu'elle me paraît absolument fondamentale. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses, mais je laisse Rafik Smati développer le sujet. Les deux chiffres que vous avez donnés, M. Delsol, parlent d'eux-mêmes. Et je crois que nous sommes là au nœud du problème. Au nœud du problème. Moins de 3% du PIB au régalien et un tiers de notre produit intérieur brut sur les dépenses sociales. Voilà. Là, on est sur le nœud du problème. On est sur le nœud du problème et ce n'est pas arrivé par hasard, par le fait du Saint-Esprit. C'est la conséquence de choix politiques où le régalien, et singulièrement la défense nationale, par exemple, a été la variable d'ajustement de toutes les politiques publiques depuis la fin de la guerre froide. Notamment, pour une raison très simple, c'est que l'armée porte bien son nom, c'est la grande muette. Donc, demander à nos armées de faire des coupes budgétaires, eh bien, ça n'entraîne pas de manif, c'est sûr. En revanche, vous avez des manifs sur les retraites. Bon, eh bien, quand vous avez des dirigeants politiques qui sont faibles et qui ne sont pas animés par de grandes ambitions et de grands objectifs, eh bien, l'arbitrage, il est fait dans le sens que vous connaissez depuis maintenant 40 ans. Monsieur Delsol, vous avez insisté à juste titre sur le mot de liberté. Le rôle de l'État, c'est de garantir notre liberté. Et le régalien sert à ça. Parce que sans, comme le dit le général Bertrand Soubelet, sans autorité, il n'y a pas de liberté. Or, le régalien est là et c'est la base d'un contrat social. L'homme s'est réuni en société pour garantir sa société, sa sécurité. C'est la base de ce qu'on appelle un contrat social. Mais, donc ça, évidemment, vous l'avez dit, vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé de la justice, mais prenons l'exemple de la défense nationale. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, certains, vous savez, ont prophétisé l'idée de la fin de l'histoire. Il y a une vingtaine d'années. La fin de l'histoire, c'était l'après-guerre froide. Nous vivions, paraît-il, dans une ère de géopolitique stabilisée et que finalement, il n'allait plus se passer grand-chose. Et donc, les États pouvaient se désarmer sans trop de difficultés parce que l'histoire était terminée. Or, ce que démontre la géopolitique actuelle, et partout, on le voit à nos portes en Méditerranée orientale avec la Turquie, mais on le voit plus loin avec la Chine, avec l'Inde, avec le Pakistan, d'une certaine façon aussi avec la Russie et même avec les États-Unis. Nous entrons aujourd'hui dans une ère d'État-puissance.
Eh bien, si nous voulons garantir le modèle français, la civilisation française, et plus généralement la civilisation européenne, eh bien, il va falloir que dans cette nouvelle géopolitique des puissances qui se met en place, il va falloir que nous ayons une voix qui porte, une diplomatie qui porte. Or, une diplomatie ne peut porter que si vous avez une armée solide derrière, non pas pour faire la guerre, mais pour vous apporter la crédibilité nécessaire. Or, quand aujourd'hui, certains États, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, en Méditerranée orientale, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et ça peut venir de n'importe où, peuvent potentiellement remettre en cause notre modèle de société, de civilisation, et donc notre sécurité, et donc notre liberté. Eh bien, ça veut dire qu'il faut accepter de sortir de cette bien-pensance naïve qui consiste à dire l'armée, c'est militariste, c'est des va-t-en-guerre. Non, la France, comme toutes les nations qui aujourd'hui sont en train de se réarmer, a besoin de pouvoir affirmer sa puissance et notamment pour affirmer sa crédibilité dans le théâtre des nations à travers son budget militaire qui est aujourd'hui aux alentours de 2% du produit intérieur brut parce que le produit intérieur brut a baissé, je précise, mais qui a vocation à aller au minimum à 2,5%, voire à 3%. Et cela passe par un certain nombre d'investissements, un deuxième groupe aéronaval, porte-avions nucléaires, parce qu'un seul, c'est une hérésie en termes d'organisation. Soit on estime qu'on a besoin d'un porte-avions et d'un groupe aéronaval, et dans ce cas-là, il en faut deux parce qu'il y a des temps d'immobilisation qui sont très longs. Soit on estime qu'on n'en a pas besoin pour d'autres raisons, mais dans ce cas-là, il en faut zéro, mais un, ça ne sert à rien. Pareil pour notre force de dissuasion nucléaire, qui nous coûte très cher, mais qu'il faut maintenir, notamment la composante sous-marine, avec 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qu'il faut renouveler à horizon 2030, et ça va coûter beaucoup d'argent. La France, deuxième territoire maritime du monde, qui aujourd'hui se fait piller parce que nous n'avons pas les moyens de protéger notre patrimoine maritime, et bien là aussi, il faut investir dans au moins une douzaine de patrouilleurs sur l'ensemble des mers et l'ensemble des océans. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est le prix de notre liberté. Ou alors, on décide, et c'est un choix que certains peuvent faire, certains lâches peuvent faire, de rentrer intégralement dans le giron de l'OTAN ou que sais-je encore, et puis de se désarmer, et puis de discuter du sexe des gens chez nous. Or, moi, je suis convaincu d'une chose, la France doit peser dans cette géopolitique qui va être très tourmentée dans les 50 prochaines années, et cela passe par, et il en va de notre liberté, et cela passe par nos armées, et bien sûr à l'intérieur de nos frontières, par notre police, par notre justice, et par le fait de pouvoir maîtriser nos frontières. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. C'est un vrai changement de paradigme. Pour moi, là, on est sur la mission première de l'État. La mission première de l'État n'est pas de dire ce qui est bien pour mon quotidien, n'est pas de s'immiscer dans mon quotidien, de rentrer dans ma cuisine, dans ma salle à manger ou dans mon jardin. Le rôle de l'État, c'est d'assurer ma sécurité à l'intérieur de mes frontières et à l'extérieur de mes frontières. Et pour le reste, faisons confiance aux forces vives de notre nation, au premier rang desquelles nos entreprises, qui savent innover, parce que c'est de nos entreprises que viendra l'innovation, ce n'est pas de l'État. C'est pas de l'État. Sortons de ce mythe qui consiste à dire que l'État est capable d'être plus intelligent que tous les acteurs privés. Regardez ce qui s'est passé dans la crise du Covid, tous les couacs sur la vaccination, les prises de rendez-vous, etc. Et finalement, qui c'est qui nous a sauvés, qui c'est qui nous a sortis de là? Eh bien, c'est Doctolib qui nous a mis à la disposition une plateforme pour assurer des prises de rendez-vous. Et c'est un petit jeune que personne ne connaissait qui s'appelle Guillaume Rosier qui a réussi à se fédérer avec des dizaines d'ingénieurs et de créatifs et qui a réussi en un temps record à mettre en place une plateforme qui s'appelait Vite ma dose et qui a permis à des millions d'entre nous de trouver des rendez-vous extrêmement facilement. L'État, quand il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, c'est-à-dire d'innovation, d'entrepreneuriat, l'État se plante à chaque fois parce que l'État en France n'est pas stratège, il est incapable de l'être. Donc que l'État se concentre sur l'essentiel et qu'il fasse confiance aux Français, et là, nous ferons des étincelles. Je partage tout à fait ce que vous dites et je vais d'ailleurs ajouter quelque chose. On se gauze beaucoup en France de notre crédit impôt recherche. On dit, mais regardez quand même la France, en matière de recherche, qu'est-ce qu'on a fait? C'est formidable. En réalité, quand on regarde de près la situation, les dépenses de recherche en France sont inférieures de près de, disons, 30% des dépenses allemandes, alors qu'en Allemagne, il n'y a pas de crédit d'impôt recherche. Le problème, il n'est pas
de faire tout passer par l'État et d'être suspendu aux aides que l'État va nous apporter pour faire quelque chose. Il faut reprendre notre capacité de faire par nous-mêmes et on la reprendra d'autant mieux que l'État libérera nos entreprises et les hommes que nous sommes, hommes avec un grand H bien sûr, c'est-à-dire nous redonnera les moyens de faire ce que nous voulons faire. Et en fait, les entreprises, si globalement elles payaient moins d'impôts de production, et vous le dites très bien dans votre programme d'ailleurs, Rafik Smati, Objectif France définit ça parfaitement, si on payait aussi peu d'impôts de production, c'est-à-dire les impôts qui ne sont pas liés au résultat de l'entreprise ou même à son, enfin, si ça peut être lié à son chiffre d'affaires, mais généralement pas tellement proportionnel au chiffre d'affaires. Mais si donc on payait aussi peu d'impôts de production qu'en Allemagne, par exemple, et si on payait moins d'autres impôts, notamment d'impôts sur les sociétés, qui restent encore élevés, eh bien, on aurait au niveau de nos entreprises plus de moyens. Si on payait moins de charges sociales, on aurait plus de moyens pour faire de la recherche, embaucher, réduire le chômage, etc. Vous avez 1000 fois raison. Merci, merci à vous deux. Donc, si je synthétise un peu vos approches respectives sur les questions régaliennes, donc remettre bien l'État sur la priorité d'un contrat social, hein, ce qu'attendent les citoyens dans n'importe quel système politique, hein, c'est-à-dire la sécurité, la justice, la défense et également aussi le cadre pour la recherche et puis les affaires étrangères. Et quelque part, limiter l'État à la définition des objectifs, du pourquoi quoi sur tous les autres champs de la vie publique et laisser le comment aux différents acteurs privés avec ces logiques que vous avez évoquées, M. Delsol, la logique assurantielle, valable pour le choix de son assurance santé, le choix de son assurance retraite, aussi la capacité à choisir son établissement scolaire, enfin en tout cas l'établissement scolaire pour ses enfants, et l'État qui se limiterait dans ces champs-là à définir les objectifs. Et quand il intervient, c'est uniquement pour financer la solidarité, c'est-à-dire pour nos compatriotes qui sont, hélas, en grande difficulté. Alors, vous avez évoqué, M. Delsol, c'est une très bonne transition vis-à-vis de notre deuxième point qui concerne l'économie, sur la fiscalité, de façon, enfin, en l'occurrence sur les entreprises, les impôts de production. Et à travers le crédit impôt recherche, vous avez sous-entendu l'idée qu'on avait des taux d'imposition relativement élevés, mais on avait une assiette fiscale qui était mitée parce que du coup, pour compenser cette surfiscalité, notamment pour les entreprises, on crée beaucoup de dispositifs, mais qui rendent l'action publique illisible, si je vous suis en tout cas, et qui rend donc notre fiscalité relativement complexe. Donc du coup, ça nous amène au champ de l'économie. Et donc, quelles sont vos propositions à vous deux pour redynamiser notre tissu productif national, pour financer, pour avoir les capacités de financer notre haut niveau de développement, hein, nos retraites, notre santé, notre système scolaire, sans endetter les générations futures, mais en relocalisant la création de richesses en France, relocalisant l'innovation en France, et donc des capacités de développement pérennes et souveraines. Je laisse Rafik Smati parler peut-être cette fois-ci. D'accord. L'équation, nous l'avons vu, semble, je dis bien semble, extrêmement difficile à résoudre. Il y a d'un côté un État qui n'a plus de marge de manœuvre d'action en apparence, des prélèvements obligatoires qui sont extrêmement élevés, et puis en même temps, nous disons, et c'est le sens de ce que nous venons de dire avec M. Delsol, qu'il faut mettre plus de moyens dans ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire la police, la justice, la sécurité en général et la défense nationale. C'est la raison pour laquelle, pour être crédible dans la résolution de cette équation, nous avons décidé, avec toutes les équipes projet d'Objectif France, de nous attaquer à la bête. La bête, c'est le Léviathan, c'est cet État glouton, et c'est décortiquer toutes les politiques publiques pour essayer de voir où est-ce que nous pouvons rationaliser de manière efficace, sans faire de casse sociale, au contraire, j'y reviendrai. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés comme objectif, et je parle bien de cet objectif-là, de réduire la dépense publique de 130 milliards d'euros par an, ce qui correspond à 10% de notre produit intérieur brut. Alors, réduire la dépense publique, pourquoi faire ? 10% de dépenses publiques, pardon. Oui, pardon. Réduire la dépense publique, pourquoi faire ? Eh bien, d'abord, pour baisser la dette,
parce que c'est pour nos enfants. Il faut arrêter de transférer aux générations futures des cadeaux empoisonnés. C'est irresponsable. Nos enfants, nos petits-enfants ne doivent pas être les variables d'ajustement de nos lâchetés d'aujourd'hui. Donc oui, il faut désendetter la France. Mais pas que. 130 milliards, on ne va pas faire 130 milliards pour baisser la dette. Voyons les choses en dynamique. 130 milliards pour investir dans le régalien, notamment dans nos armées, j'en ai parlé à l'instant. Et aussi, troisièmement, pour rendre cet argent aux Français. Et là, c'est extrêmement important, aux particuliers comme aux entreprises. Et les impôts de production, de ce point de vue-là, méritent quasiment, et c'est le sens de notre programme, d'être supprimés. Parce qu'il faut se poser une question basique. Qu'est-ce qui fait qu'en France, nous avons autant de création d'entreprises? Parce que la France est un pays dans lequel se créent beaucoup d'entreprises. Il y a un esprit entrepreneurial en France qui est absolument extraordinaire. Alors, on crée beaucoup d'entreprises. Il se trouve que par miracle, mais c'est toujours grâce au génie français, nous avons dans les très grandes entreprises la capacité à placer une entreprise française dans le top 5 mondial de tous les secteurs d'activité. Donc, on est très bon dans les créations d'entreprises, dans les micro-entreprises. On est très bon dans les multinationales. Mais entre les deux, eh bien, vous avez un sacré chaînon manquant, celui des entreprises de taille intermédiaire. Il y a en France aujourd'hui 3 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Allemagne. Il y en a 2 fois moins qu'en Italie. Or, et c'est logique, ces entreprises de taille intermédiaire sont aussi, pour beaucoup d'entre elles, des entreprises exportatrices. Eh bien, voilà comment la France se retrouve avec 60 milliards de déficit commercial quand l'Allemagne a un excédent indécent, vu d'un Français, et l'Italie aussi est en excédent. Et voilà comment aussi, d'une certaine façon, par principe de vase communicant, nous perdons une partie de notre souveraineté sur des filières entières qui désormais nous échappent. Eh bien, voilà le chaînon manquant sur lequel nous devons absolument mettre toutes nos forces. Parce que le jour où une entreprise française aura les moyens de grandir, sans avoir cette chape de plomb d'un État qui lui met une multitude de normes, de contraintes et de taxes sur la tête, eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, toutes les étincelles que nous faisons au niveau de nos toutes petites entreprises, les étincelles que nous faisons au niveau de nos multinationales, eh bien, si nous faisons ces étincelles-là, si l'entreprise, si la PME française réussit à devenir, pour une partie d'entre elles, une ETI, mais ça règle quasiment tous les problèmes. Ça amène la France à un niveau qui sera proche du plein emploi. Mécaniquement, ça fera augmenter les salaires parce que nous croyons aux vertus du marché. Moi, je ne crois pas en l'idée que les salaires puissent être proclamés par un gouvernement, même le SMIC, qui doit exiger une augmentation des salaires. Non, les salaires augmenteront naturellement lorsque la France sera dans un état de quasi plein emploi parce que nous aurons une économie florissante qui exportera. Et donc, il est possible aujourd'hui de casser le cercle vicieux dans lequel nous sommes aujourd'hui engoncés, qui fait que nous nous endettons, nous augmentons les impôts, et finalement la France navigue à vue. Mais il est possible pour ça, il est nécessaire pour ça de mettre le doigt sur ce qui fait le plus mal, sur ce qu'aucun gouvernement n'a fait dans notre pays depuis maintenant 40 ans, c'est-à-dire prendre le Léviathan de face et commencer par lui donner des petits coups de canif jusqu'à ce que la bête puisse nous rendre les 10% dont nous avons besoin pour réinsuffler une dynamique à notre économie. Merci, M. Smati. Est-ce que, M. Delsol, vous partagez cette grille je partage très, très globalement ce point de vue. En fait, il faut agir à la fois sur les dépenses et les recettes pour redynamiser notre société, pas seulement notre économie, mais toute notre société. Alors, agir sur les dépenses, en fait, je vais redonner quelques chiffres parce que j'aime bien toujours me situer par rapport à quelques chiffres. La Cour des comptes vient de rappeler dans un rapport qu'elle a fait à la demande du Premier ministre sur les moyens de reprendre une activité pour l'économie et de retrouver la croissance.
et la baisse de la dette publique. Eh bien, dans ce rapport, la Cour des comptes rappelle, alors je cite la Cour des comptes pour bien montrer que ce ne sont pas des chiffres qui viennent de nulle part, mais que donc, les dépenses publiques de la France sont en moyenne supérieures de plus de 8 points de PIB à la moyenne des dépenses publiques des autres pays européens. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 200 milliards, c'est pas rien, 200 milliards que nous dépensons en plus de ce que nous dépenserions si nous étions dans la moyenne européenne. C'est donc possible. Rafik Smati a parfaitement raison. On peut gagner plus d'1 point sur les retraites si on est au niveau de la moyenne européenne, plus d'1 point sur la santé, on peut gagner presque 1 point sur l'éducation, etc. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. Non, c'est très difficile, mais c'est possible. Il faut agir sur les recettes. Il faut agir sur les recettes parce que, en réalité, la façon dont les prélèvements sont exercés, autant que leur montant, décourage l'initiative française, décourage l'innovation, la recherche, le travail, l'investissement, et donc décourage la création de richesses. Alors, recettes, oui, on a un impôt sur le revenu qui est extrêmement élevé sur, par exemple, sur les revenus fonciers. Au taux maximum, on peut payer jusqu'à 66%, j'arrondis, d'impôts, si on prend en compte également la CSG-RDS. C'est-à-dire qu'en fait, on est dépossédé du 2/3 de son revenu. À quoi sert-il encore d'investir dans le logement ou le bureau? Ben, ça devient difficile. Et c'est la raison pour laquelle on manque de logements en France. Alors du coup, l'État est obligé d'investir dans le logement, donc le fait avec nos impôts, il augmente encore la dépense publique, un cercle vicieux. Il faut démonter ce cercle vicieux, le rendre cercle vertueux. Comment? Eh bien, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, l'impôt en général, il faut qu'il soit plus bas, simple, plus juste. Et c'est possible. L'impôt peut être proportionnel plutôt que progressif. La progressivité est une invention finalement extrêmement dangereuse et aléatoire, et donc finalement qui est souvent injuste parce qu'elle est souvent arbitraire. Un impôt proportionnel, ça permet à chacun de payer plus en fonction de son revenu ou de sa richesse, mais plus proportionnellement, et c'est donc plus juste. Et l'impôt proportionnel, il est beaucoup plus simple. Les promoteurs de l'impôt proportionnel sur le revenu, 2 Américains, disaient qu'il nous faut un impôt papier à cigarette, c'est-à-dire un impôt qu'on peut déclarer sur l'équivalent d'une feuille de papier à cigarette. Alors, c'est évidemment seulement un symbole, une image, mais c'est un peu ça l'idée. Et quand les impôts sont à la fois raisonnables et simples, eh bien, on a moins envie de les frauder et on sait exactement à quoi on s'engage quand on travaille, quand on investit. Et donc, en fait, on s'investit plus facilement. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est aussi un exemple qui permet, parce que c'est d'autant plus simple, un impôt proportionnel, que ça permet de réduire les niches. En France, il faut savoir que l'ensemble des niches, c'est-à-dire des trous dans la raquette de l'impôt, des dérogations, des abattements, des dispositions exceptionnelles de tous ordres qui sont créées parce que l'impôt est trop élevé et donc il faut le baisser pour ceux qui font pression au niveau du gouvernement à cet effet, etc. etc. L'ensemble de ces dérogations, de ces niches, représente près de 90% en coût, près de 90% des recettes fiscales de l'État. C'est considérable. C'est-à-dire qu'il y a un coût de ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire les niches, presque équivalent aux recettes fiscales de l'État. Donc en fait, plus on complique, plus on est obligé d'avoir des niches, plus en fait on déboussole au sens strict les contribuables et donc on les empêche d'avancer. Alors que quand on fait des choses simples, prenons un exemple, l'impôt sur les sociétés en Irlande, il est de 12,5%. Oh, quelle horreur! Aujourd'hui, on voudrait un impôt sur le revenu, sur le revenu des sociétés mondiales de 15% minimum. C'est une hérésie d'avoir un impôt à 12,5%. Oui, une hérésie. Il n'empêche que l'Irlande, avec cet impôt, pas que là non plus, mais grâce en partie à cet impôt réduit, modeste, simple, proportionnel, sur une assiette large, mais à 12,5% seulement, eh bien, l'Irlande, qui était l'un des pays les plus pauvres de l'Europe il y a 50 ans, est devenue
l'un des deux pays les plus riches avec le Luxembourg, avec un produit intérieur brut par habitant près de 2 fois supérieur aux revenus français. Oui, l'Irlande, 2 fois plus que les Français. Donc, en fait, faisons des choses simples, justes et acceptables, raisonnables. Et en fait, on gagnera tous bien plus. C'est-à-dire non seulement les contribuables y gagneront plus, les chefs d'entreprise, les consommateurs, mais l'État lui-même. Parce que l'État aura une économie, l'État régnera, si je puis dire, sur une économie beaucoup plus prospère. Et donc, avec un impôt moindre en taux, il gagnera plus en produits. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Donc, en synthèse, hein, vous avez quand même, vous êtes d'accord sur le fait que le nœud gordien quelque part du sursaut français, c'est une réforme massive de l'action publique, hein, État, collectivité, sécurité sociale, mais pas une réforme au rabot, mais une réforme intelligente, c'est-à-dire, pour faire très court, moins d'agents publics dans les bureaux, hein, de remettre au clair l'administration de gestion pour savoir qui fait quoi et éviter d'avoir des circuits de financement et de décision qui s'entremêlent. Et donc, moins d'administration de bureaux, moins d'agents dans les bureaux et un peu plus d'agents sur le terrain dans les fonctions régaliennes qui sont vraiment le cœur de l'action de l'État et ce qui permet de générer, selon Rafik Smati, 10% de dépenses publiques en économie par rapport à avant la crise Covid, 130 milliards d'euros. Il y en est encore loin de la moyenne européenne, comme vous l'avez souligné, M. Delsol, de 200 milliards. Donc, on est encore raisonnable chez Objectif France avec 130 milliards d'euros qu'on va ensuite redonner aux Français, que ce soit aux ménages et aux entreprises. Et pour Rafik Smati, en faisant effort tout particulièrement sur les TPE, PME et ETI, entreprises de taille intermédiaire, où on est plus faible que, je dirais, nos concurrents européens. Et je terminerai aussi par baisser les impôts, mais surtout des impôts beaucoup plus simples, c'est-à-dire taux faible, assiette large, et arrêter de multiplier les niches fiscales qui ne sont là que pour compenser une surfiscalité, mais qui rend la fiscalité tellement complexe que seuls les plus introduits, qui ont le plus de réseaux, peuvent en bénéficier. Alors, le temps passant, puisque je vois qu'il est plus de 19h30, alors on a commencé un tout petit peu en décalage, mais néanmoins, je vais vous soumettre le dernier point avant de laisser la parole à ceux et celles qui nous écoutent, c'est l'Europe. Donc, on a beaucoup parlé, bien évidemment, d'un projet de sursaut, d'un projet de refondation pour notre pays, mais évidemment, nous sommes géographiquement, mais aussi politiquement, au sein d'un ensemble qui s'appelle l'Europe, et en l'occurrence, au plan politique, l'Union européenne. Donc, quelle place pour l'Union européenne dans ce scénario, dans ce projet de sursaut national? Je ne sais pas qui veut se lancer sur ce sujet de l'Europe. Allez-y, Rafik. OK. Première question. Quelle est l'entité politique dans laquelle s'exerce le contrat social? Quelle est l'unité de base du contrat social? En gros, pour quelle entité géopolitique vous êtes prêt à mourir? Eh bien, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'entité de référence dans laquelle doit s'exercer le contrat social, c'est la nation. Parce qu'elle a une histoire, parce qu'elle a un cadre, et parce que c'est l'histoire, et l'histoire, c'est aussi une partie de notre avenir. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a deux manières d'appréhender la nation et l'État. Soit une vision fermée, soit une vision ouverte. Et Monsieur Delsol, je ne veux pas préempter par anticipation ce que vous allez dire, puisque vous avez déjà employé tout à l'heure le mot essentiel qui définit votre pensée, qui est aussi la mienne, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que nous devons faire au niveau le plus inférieur, il n'y a aucune... Quand je parle de l'inférieur, ce n'est pas du tout péjoratif. Ce qui doit être fait au niveau de la ville doit être fait au niveau de la ville. Quand la ville ne peut pas gérer, eh bien, elle remonte ça à la région. Et tout ce que peut faire la région doit le faire. Si la région ne peut pas gérer, elle remonte à l'État. Tout ce que l'État doit pouvoir gérer, que les autres ne peuvent pas gérer, l'État doit le gérer. Mais ce que l'État et la nation ne peuvent pas gérer seuls, uniquement ça, remonte au niveau européen. Et il y a en réalité 4 politiques publiques dont j'identifie qu'elles mériteraient d'être déléguées à un niveau supranational, c'est-à-dire à un niveau européen. 4. Pas 36, pas... non, 4.
La première politique publique, c'est la monnaie. La deuxième politique, c'est la frontière. Parce qu'il y a à l'évidence aujourd'hui une dimension de frontière, qui est d'ailleurs très mal gérée, mais il y a une logique à ce que dès l'instant où il y a une libre circulation des individus à l'intérieur d'un espace, que les frontières soient mutualisées. Troisièmement, la cyberdéfense. Je dis bien la cyberdéfense, pas la défense. Pourquoi? Parce que qui dit défense dit soldat. Qui dit soldat dit être prêt à mourir pour. Or, aujourd'hui, personne n'est prêt à mourir pour l'Union européenne. En revanche, la cyberdéfense, on sait que la cyberdéfense aujourd'hui, les cyberguerres font partie des enjeux à venir. Il n'y a aucune raison à ce que la France investisse seule de son côté, que l'Italie investisse seule, que l'Allemagne investisse seule, alors que la mise en commun de nos connaissances et de nos infrastructures permettrait de mieux nous protéger. Et quatrièmement, la recherche. Dans tous les autres domaines, il n'y a aucune logique apparente à ce que l'Union européenne, à mes yeux, ait une prééminence sur les États. C'est le principe de base de la subsidiarité. Quelle logique, prenons un exemple, à ce que l'Union européenne légifère sur, par exemple, la chasse, sachant que nous avons 4 millions de chasseurs en France, mais qu'il y en a quasiment zéro dans les pays d'Europe du Nord. Voilà typiquement, précisément, quelque chose qui n'a aucune logique à être dans le giron de l'Union européenne. Donc, elle se concentre sur l'essentiel, et en particulier la cyberdéfense et la frontière et la monnaie, et qu'elle laisse aux entités qui sont en dessous le soin de faire ce qu'elles ont à faire. Et je pense que les choses se passeront beaucoup mieux. Merci. Alors, je vais continuer rapidement puisque effectivement le temps court. Globalement, je crois qu'on est d'accord sur les principes. Je ne sais pas si la recherche doit être dans les prérogatives européennes ou pas. Pour moi, il faut évidemment que les chercheurs puissent se stimuler et s'échanger entre eux. Est-ce qu'il faut que l'Europe s'en mêle? Je n'en suis pas sûr. Mais bon, on peut en discuter, bien sûr. Ce qui est sûr, et là on se rejoint, c'est qu'au fond, l'Europe a un véritable intérêt s'il s'agit de faire vivre, de continuer à faire vivre la civilisation que nous partageons. Parce que nous sommes issus de cette civilisation européenne. Mais s'il s'agit d'un instrument technique, ce qu'elle devient de plus en plus, en appréhendant nos règles sociales, notre fiscalité, nos normes techniques, alors ça n'a aucun intérêt. Et soyons clairs, ça viendra plutôt perturber le développement et la richesse, l'exubérance de nos activités dans tous ces domaines que de les faciliter ou de les favoriser. Et donc, je suis effectivement tout à fait européen concernant, je dirais, l'entretien de cette flamme culturelle, de cette flamme presque, comment dirais-je, presque spirituelle d'une certaine manière, que pouvait être l'Europe. En ce sens que l'Europe montrait que nous avions quelque chose à apporter au monde. C'était le petit côté universaliste que nous avions à faire vivre dans nos nations qui ne le sont pas par essence. Et c'était un bon équilibre. Mais l'Europe est en train de détruire ce projet. Elle le détruit en se fonctionnalisant pour s'occuper de ce que nous sommes, pour s'occuper de nous, pour faire notre bien à notre place. C'est-à-dire que l'Europe, en fait, a le tort de suivre le modèle français, comme les États-Unis d'ailleurs. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je vais en finir par là où j'ai commencé d'ailleurs, au fond, la France a été le mauvais élève et comme la pomme pourrie dans un panier, elle entraîne l'ensemble du monde occidental dans cette socialisation globale qui infantilise les gens au profit d'une machine fonctionnalisée et technocratique qui va nous ruiner tous. Et c'est ce mécanisme de terreur, j'emploie un grand mot, mais quand on regarde de près, c'est effectivement terrorisant de voir ce que fait l'Europe aujourd'hui, qui, au prétexte d'emprunter pour venir nous sauver d'une pandémie qui est terminée, ou qu'on espère terminer en tout cas, emprunte 750 milliards qu'on va dépenser
pour une grande partie dans des domaines inutiles, parce que ce sont des technocrates qui vont choisir pour nous. Et en fait, au travers de… Pourquoi l'Europe s'attache à ce grand projet? D'abord pour exister, bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être le plus inquiétant, pour pouvoir commencer à nous imposer. Car ce que personne ne dit, c'est qu'au travers de ce grand emprunt, l'Europe a fait accepter à toutes les nations qui la composent que sa participation à ce grand emprunt puisse être remboursée, pas parce qu'elle va emprunter elle-même pour prêter aux nations, puisse être remboursée par une augmentation de l'impôt qu'elle prélève sur la TVA dans chaque pays. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'impôt européen qui augmente et c'est finalement le doigt que met l'Europe dans la fiscalité de chacun de nos pays avant d'y mettre le bras. Et c'est la même chose sur le plan social. Et c'est ce dont il faut se méfier, ce dont il faut se prémunir. Merci beaucoup à vous deux sur ce sujet éminemment important de l'Europe. Donc, s'il y a un mot-clé à retenir de vos interventions, c'est le mot de subsidiarité. Donc, l'Europe ne s'occupe que des problèmes que les nations ne peuvent pas résoudre à leur échelle. Et quelque part, ce que vous avez dit, M. Delsol, est avéré chaque jour, c'est-à-dire que l'Europe prend les travers de la France, hein, se centralise, se jacobinise, et on se retrouve dans notre pays avec un État qui veut théoriquement décentraliser, donner des pouvoirs dans les collectivités locales, des pouvoirs qu'il est en train de céder par pans entiers à l'échelle de Bruxelles. Donc un État qui est quelque part pris en étau. Et donc, vous avez ajouté, vous, M. Delsol, la dimension civilisationnelle, donc que l'Europe aussi, au-delà des politiques publiques et au-delà des niveaux d'intervention, redonne du sens à son action, au sens de ses valeurs. Et vous, M. Smati, vous avez accentué votre propos plus sur les différentes politiques publiques qu'on peut reprendre. Donc, la recherche, l'immigration, parce que vous avez évoqué le contrôle des frontières, la convergence économique et fiscale dans la zone économique, ce qui inclut aussi la monnaie, et puis la notion de cyberdéfense, voire peut-être de façon un peu plus large la base industrielle de défense, mais pas du tout une défense commune au sens opérationnel. Donc voilà, on est arrivé au terme de cet échange passionnant, mais le temps, hélas, nous est compté si on veut laisser la parole à ceux et celles qui nous écoutent, qui sont très nombreux. Et donc, je passe le relais à Eugène Darola, qui est en coulisses. Eugène, vous avez la parole. Oui, tout à fait. Merci, Patrice. Pas mal de questions en direct. Il y en a qui nous sont parvenues également avant cet échange. Et je rappelle d'ailleurs que ce live est disponible et sera disponible en replay dès après. Une première question de Gérard qui vous demande, enfin, c'est pas vraiment une question, il dit « La guerre froide a changé de dimension. Actuellement, la Troisième Guerre mondiale se joue sur le plan économique. Est-ce qu'on assiste actuellement à une guerre économique au plan mondial entre les différentes nations? » Qui veut réagir? Bon, je vais réagir d'abord peut-être, mais moi je ne pense pas que ce soit différent d'avant à cet égard. Je pense que l'économie a toujours été finalement un moyen de rendre les nations puissantes. Il n'y a de nations puissantes que de nations qui non seulement sont puissantes par la force de leurs armes, par l'étendue de leur territoire, etc., mais aussi par la force de leur économie. Et l'Empire romain est tombé lorsqu'il n'a plus été capable de produire de manière efficace pour ses peuples. Et c'est un ensemble, bien sûr, ce n'est pas la seule cause, mais c'est un ensemble. Et en fait, il est tombé lorsqu'il a affadi son peuple qui ne voulait plus travailler. C'est parce qu'une économie forte est une économie d'un peuple au travail, d'un peuple innovant. Et c'est donc là que le civilisationnel et l'économie sont totalement liés. Et un peuple qui se lasse, je commençais par là tout à l'heure, de travailler, c'est aussi un peuple qui refuse de se défendre. C'est donc un peuple, effectivement, qui s'affaiblit. Mais ceci dit, votre question est extrêmement intéressante parce que nous vivons en Europe en totale autarcie d'esprit, je dirais, enfin trop souvent en tout cas. Et nous oublions qu'il y a des continents, je parlais de l'Asie tout à l'heure, qui sont prêts à nous manger si nous ne savons pas rester forts. Donc soyons prudents. Rafik, je ne sais pas ce qu'en pense Rafik là-dessus. Mais… Je voudrais rajouter une petite anecdote
sur la question de la guerre économique, c'est une question très intéressante, Gérard. Il y a une dizaine de jours, je rencontrais un très grand patron d'une société industrielle française bien connue qui fait partie de ces fleurons français. Il me confiait la chose suivante. Il reçoit tous les jours, enfin son entreprise, une centaine d'attaques informatiques. Et la moitié d'entre elles, m'a-t-il dit, ce qui m'a vraiment surpris, émanent d'États. Alors quand je lui ai fait part de mon étonnement, il m'a expliqué la chose suivante. Il m'a dit, mais oui, dans la géopolitique actuelle, il y a l'intimidation par le haut, il y a ce qui se voit, et puis il y a une autre façon d'affaiblir ses adversaires, c'est les attaquer par le bas, par la microéconomie, par ses entreprises. Donc oui, effectivement, toute la dimension cyber, et notamment en matière de guerre économique, ça va être un sujet majeur de défense de ces prochaines années. Voilà, je voulais vous partager cette anecdote qui me permettait d'illustrer l'interrogation de Gérard. Merci à vous deux pour vos réponses et aussi vos réponses concises, ce qui nous permet d'enchaîner les questions. Eugène, je vous redonne la parole. Oui, Patrice, il y a eu pas mal de questions, notamment en préambule, sur le rôle des régions. Certains de nos internautes allant jusqu'à dire que les régions françaises sont inutiles. Alors peut-être eu égard à ce qui s'est passé ce week-end, peut-être que nos invités pourront réagir sur les élections, mais plus globalement sur éventuellement une réforme territoriale. Quel est votre point de vue? Je laisse peut-être Rafik répondre. Oui, dès 2014, quand cette réforme avait été annoncée, j'avais dit tout le mal que j'en pensais. Une réforme territoriale qui, d'abord, devait se solder par la suppression d'un niveau administratif. À l'époque, c'était le département qui devait disparaître, je le rappelle, et qui n'a jamais disparu, parce que c'est souvent comme ça en France. Malheureusement, on fait des réformes à moitié. Mais dès 2014, j'avais attaqué cette réforme territoriale parce que je considérais, et je considère plus que jamais, qu'elle ne correspond pas à l'ADN profond de la France. Ces grosses régions, et en particulier, je pense à une région comme l'Occitanie, qui manifestement est sur plusieurs terres différentes, qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune histoire commune, etc. La meilleure façon d'éloigner finalement le citoyen de l'entité locale de référence, c'était de faire ça, et c'est ce qui a été fait. C'est la raison pour laquelle l'idée que je porte avec Objectif France, c'est l'idée d'abord de supprimer un échelon administratif, qui est le département, mais en parallèle, de revenir à des régions qui sont plus petites, entre 20 et 30, peut-être sur le modèle des précédentes régions, mais pas que, de manière parfaitement pragmatique. C'est-à-dire que peut-être que la région Normandie, telle qu'elle est aujourd'hui, a vocation à rester comme telle, parce qu'il n'y a peut-être pas de logique à ce qu'il y ait une haute Normandie et une basse Normandie. Mais en revanche, une région comme l'Occitanie, où la semaine dernière j'étais en Rhône-Alpes-Auvergne, de l'avis de tous, cette région telle qu'elle a été structurée n'a aujourd'hui pas de sens, et donc il faudrait évidemment revenir dessus. Donc des régions plus petites, plus de départements, parce que les départements aujourd'hui, personne ne sait à quoi ça sert, et la réalité c'est que c'est des boîtes aux lettres administratives qui sont des boîtes aux lettres des États, parce que les départements, par exemple, qui distribuent les aides sociales ne définissent pas les aides sociales, donc à quoi bon avoir des départements? Voilà, tout concentré sur une unité de base qui est la région, la micro-région, ou le méga-département, peu importe comment on les appelle, ce qui sera beaucoup plus proche du citoyen, qui sera l'unité administrative de référence entre la ville et l'État-nation, et qui aurait une vraie souveraineté pour lever l'impôt et pour appliquer ces politiques publiques. Oui, je partage assez volontiers ce constat. Pour moi, il faut évidemment des collectivités territoriales fortes à la base, si on veut que le principe de subsidiarité fonctionne, si on veut que les citoyens soient proches finalement de la décision pour tout ce qui les concerne directement, il faut que ce soit géré dans des échelons qui soient proches d'eux aussi et qui soient suffisamment forts pour assumer ces décisions. Donc, il faut des collectivités locales, territoriales suffisamment importantes pour assumer ces responsabilités. Il ne faut pas trop non plus de collectivités territoriales, car à ce moment-là, on ne sait plus qui fait quoi. Et je partage cette idée que notre maillage actuel
avec les trois grands échelons, communal, départemental et régional, mais en plus, beaucoup de compétences mêlées, beaucoup de décisions qui exigent l'accord de plusieurs collectivités territoriales et souvent de syndicats mixtes ou autres, ça devient trop compliqué. Peut-être qu'un certain nombre de régions sont trop grandes. Je voudrais dire aussi qu'il y a quand même une chose qu'il faut souligner. Moi, j'apprécie le fait qu'une certaine liberté ait pu être donnée à des collectivités territoriales de trouver leur propre modèle. C'est Lyon qui a commencé, par exemple, à réunir l'agglomération et le département sur le territoire de l'agglomération, de telle façon qu'il n'y ait plus qu'une seule collectivité, comme un peu à Paris, il y avait avec finalement un canton, enfin un département qui regroupait la ville. Et je trouve ça intéressant. On peut peut-être multiplier les expériences. Et puis une autre observation par laquelle je termine, je trouve aussi intéressant que, en dépit finalement du message qui a été envoyé par les électeurs hier, qui est un message d'abstention essentiellement, mais il y a un second message, c'est qu'ils savent quand même reconnaître ceux qui ont bien géré leur région. Je pense en particulier, je reste en Rhône-Alpes, mais à M. Vauquier, qui a été l'un des présidents de région qui a finalement fait le plus d'efforts de rigueur et d'économie dans sa gestion, qui a économisé l'impôt de ses contribuables, et je crois qu'il en a été hier remercié. C'est un bon exemple. Très bien, merci, merci beaucoup à vous deux. Eugène Darona, vous avez, je suppose, d'autres questions, entre guillemets, en stock. Oui, tout à fait. On a Claire qui nous a écrit, alors avant le débat, elle, sur le fait que les entreprises touchent également énormément d'argent. Et c'est vrai qu'on entend souvent cet argument de la part de gens, notamment à gauche, qui nous disent OK, vous souhaitez baisser la dépense publique, mais regardez ce que touchent les entreprises. Si on cumule tout ça, c'est presque un des plus gros postes de dépenses de l'État. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On a évoqué les niches fiscales tout à l'heure. Est-ce que c'est ça le sujet aujourd'hui pour baisser les taux en face? Je vous laisse répondre. Je crois Oui, que vous ça avez... aussi, Oui, allez-y. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut déconstruire. Je te pique, si je te pique 100 et que je te rends 20, ben, les 20, ce n'est pas un cadeau. Les 20, c'est juste 20 que je te prends en moins, mais je continue à te piquer 80. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire dans la rhétorique d'une certaine gauche. On l'a vu notamment à travers le fameux CICE qui a été présenté comme un cadeau qui est fait aux entreprises, mais c'était juste un allègement de charge, un allègement de charge partiel qui a fait que le coût du travail en France a été légèrement diminué, sachant qu'il demeure bien au-delà du coût du travail des autres pays européens. Donc je crois que ça peut être cohérent, il faut être lucide. Il n'y a en France aujourd'hui pas de cadeaux qui sont faits aux entreprises, même d'ailleurs à travers cette crise du Covid. Les prêts garantis par l'État, ce n'est pas un cadeau fait aux entreprises parce que les entreprises vont rembourser prêts garantis par l'État. Le chômage partiel, ce n'est pas un cadeau fait aux entreprises, c'est une mesure de sauvegarde de l'emploi. Donc oui, certes, il y a eu le fonds de solidarité pour ceux qui ont été complètement fermés, mais quelque part, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Les entreprises en France ne reçoivent pas de cadeaux, ne reçoivent pas de chèques. Ça, c'est une légende urbaine qu'il faut absolument déconstruire. Les entreprises de France sont celles qui, au monde, ont la fiscalité la plus lourde. Et il y a un exemple souvent que vous donnez, Patrice, que je vous invite à nous redonner. C'est sur un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Comment ça se traduit en résultat net en France, en Italie et en Allemagne? Je vous écoute, Patrice. Oui, tout à fait. C'est une étude de KPMG sur une PME, donc on n'est pas sur le grand groupe, on est bien sur une entreprise territorialisée et qui a une activité locale et 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. Suivant que cette entreprise soit localisée aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie ou en France, le résultat net, donc par définition après impôt, est de 5 millions aux Pays-Bas, 4,4 en Allemagne, 3 en Italie et 1 million d'euros en France. Tenez-vous bien, un écart de 1 à 3 à 1 à 5. Comment voulez-vous augmenter les salaires? Comment voulez-vous innover? Comment voulez-vous vous battre à armes égales par rapport à vos concurrents avec un tel décalage? Donc oui, les entreprises françaises sont les plus fiscalisées du monde développé et les efforts qui ont été faits, je parle sous vos contrôles respectifs, qui ont été faits en matière d'impôt sur les sociétés, voire de cotisations sociales, ont été contrebalancés par une hausse des impôts de production, donc essentiellement de la fiscalité locale. Je suis
d'un avis un peu différent quand même de Rafik Smati sur le sujet, et je rejoins l'observation de Claire, donc, qui vous a interrogé, parce que je pense qu'effectivement, l'État, alors l'État ne distribue pas, vous avez raison, bien sûr, Rafik Smati, il ne fait pas des chèques aux entreprises, mais il multiplie, c'est un peu comme les niches que j'ai évoquées tout à l'heure, il multiplie les avantages à ceux qui font ceci, ceux qui font cela, et globalement, je pense que c'est doublement néfaste. C'est néfaste parce que, en fait, ça réduit la liberté des entreprises qui vont un peu chercher les primes, chercher les créneaux les plus intéressants et qui vont donc y perdre un peu de leur liberté. Et puis, c'est néfaste en ce sens que c'est une intrusion de l'État, c'est évidemment le corollaire, c'est une intrusion de l'État qui ne fait pas toujours les bons choix dans les sujets qu'il faut aider. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'évoquais le crédit d'impôt recherche, qui est très onéreux en France, mais qui, au fond, d'abord est extrêmement lourd à gérer administrativement, qui fait l'objet de contrôles dans presque 90% des cas, avec des redressements souvent et parfois significatifs. Donc, en réalité, on crée de la technocratie à multiplier ces mesures qui, sur de très nombreux sujets, viennent apporter une sorte d'aide, mais d'aide sous contrôle de l'État aux entreprises, qu'on soumet ainsi à des politiques qui ne sont pas forcément celles qu'elles devraient suivre pour mener leur route comme elles devraient la mener. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis plus réticent que vous, et je pense qu'effectivement, on devrait faire un grand ménage là-dedans. Merci, merci de vos réponses. Eugène Darona, on va pouvoir enchaîner avec une nouvelle question. Oui, tout à fait, Patrice. Il y a une question sur la représentativité des syndicats qui nous est aussi parvenue juste avant. Comment faire? C'est un sujet majeur, autant sur les syndicats de salariés que des syndicats parfois patronaux. Comment remédier à ça et peut-être en corollaire la représentativité des partis politiques? Alors, on déborde un peu, mais les thèmes sont proches. Alors, je vais peut-être prendre la parole d'abord parce que je vais choquer peut-être Rafik Smati, le patron, le chef d'entreprise. Comme ça, il pourra redresser la barre après. Mais je vais choquer parce que, en fait, je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de problème de représentativité, mais plutôt de non-représentativité. Surtout sur les syndicats d'ailleurs employés. On sait bien que les syndicats français sont des syndicats pauvres en employés parce que, en fait, ils ne vivent pas au service de leurs membres et des employés, mais ils vivent des subsides de l'État et des contribuables. Et donc, ils sont faussés à la base. Mais je pense qu'ils sont aussi encouragés à cela. Alors, c'est une petite pique provocatrice par le patronat lui-même, qui s'est habitué à un faux système paritaire. Je dis faux système paritaire parce qu'en réalité, il est dans bien des cas sous le contrôle de l'État. Et c'est un système, notamment pour la gestion des assurances sociales, qui ne sont plus des assurances, hein, des systèmes de santé et autres systèmes sociaux. Et donc, en fait, on a mis en place, j'ose le dire, une nouvelle forme de technocratie qui vient polluer le système puisqu'il détruit le marché de la relation. Et je pense qu'il serait assez sain de revenir à des systèmes qui soient plus des systèmes de marché simple, c'est-à-dire d'économie de marché. Mais je suis schématique, évidemment, sur ce sujet, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Je vous ai peut-être choqué, Rafik. Non, mais je partage complètement. Voyez-vous, je suis favorable à une libéralisation totale du paysage syndical. Ah Ça veut ben dire merci, que on est d'accord alors. si moi j'ai envie de créer un syndicat, eh ben que je puisse le faire. Ensuite, à charge pour moi de fédérer et de pouvoir rassembler autour de mes idées, avec un prérequis qui nous semble essentiel, et ça s'applique d'ailleurs, Jeanne Darona, aussi bien aux syndicats qu'aux partis politiques, s'agissant des subsides publics, pour éviter justement d'avoir un système sclérosé tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est que un syndicat ou un parti politique ne peut recevoir que 1 euro de subside public pour 1 euro de cotisation de ses membres, ce qui évitera un différentiel
sidéral entre ce qui émane de nos impôts aujourd'hui et la réelle représentativité effective de ces syndicats et de leur capacité à rassembler. Rafik, puisqu'on est en fin de réunion, est-ce que je peux vous titiller et vous poser une question? Mais je vais dire, c'est bien ce que vous proposez, mais est-ce que c'est suffisant? Pourquoi encore 1 euro de subside public? Pourquoi est-ce que les syndicats ont besoin de subsides publics? Moi, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi, si les syndicats sont utiles, à ce moment-là, ils doivent vivre de l'argent de leurs membres. S'ils ne vivent pas de l'argent de leurs membres, c'est qu'ils ne sont pas utiles. C'est qu'ils ne sont pas capables de démontrer à leurs membres ou à leurs membres potentiels qu'ils sont utiles. Et donc à eux de faire le job, pas à nous. Sur le fond, vous avez évidemment raison, mais partons du principe, cher Jean-Philippe, que le mieux est l'ennemi du bien. C'est souvent vrai. Et que nous sommes favorables à l'idée d'un dialogue social qui soit renouvelé et apaisé, et qu'en guise de transition, je ne dis pas à titre définitif, ça me va bien. L'idée que l'État abonde de 1 euro pour 1 euro pour précisément créer les conditions de cette transition et qu'elle soit acceptable pour tout le monde. Je dois dire que j'approuve totalement ça à titre de transition. Je suis peux permettre un petit commentaire avant la dernière question. Il y a peut-être un arbitrage entre vos deux positions. C'est finalement le système à la suédoise où vous incitez les individus à cotiser, à être syndiqués, puisque seuls les membres des syndicats qui ont obtenu une avancée sociale peuvent bénéficier de cette avancée. Alors qu'aujourd'hui, il y a un système paradoxal. Pourquoi pas? Un système paradoxal en France où finalement vous avez un taux de couverture syndicale presque à 100%, parce que vous soyez membre ou pas d'un syndicat, s'il a obtenu une avancée, vous en bénéficiez, et avec un taux de syndicalisation extrêmement faible. Alors, Eugène, du coup, je me retourne vers vous pour la dernière question. Oui, tout à fait, Patrice. J'ai gardé une question au chaud qui arrivait au début, mais qui me semblait assez pertinente pour la fin. C'est une question un peu sous forme de politique fiction. La personne écrit, là c'est Jacques qui écrit, quelle est la première décision, donc c'est vraiment de la fiction, hein, quelle est la première décision que vous prendriez si vous étiez demain aux responsabilités ou si vous deviez conseiller la personne qui sera aux responsabilités demain, donc peut-être, je ne sais pas si Jacques pense d'un point de vue économique, c'était un peu le cœur de nos débats ce soir, la première décision que vous prendriez demain au pouvoir ou pour conseiller la personne qui sera au pouvoir demain en France. En ce qui me concerne, cher Eugène, immédiatement une nouvelle loi de programmation militaire pour projeter nos armées à 5 ans avec les moyens qu'elles méritent. Et alors, pour ce qui me concerne, je vais dire qu'il faudrait les deux, hein, je crois. Il faudrait peut-être celle de Rafik Smati et puis la mienne. Moi, c'est sur l'enseignement que je mettrai la priorité. Parce que je crois qu'il faut tout recommencer à zéro. C'est-à-dire que, en fait, je ferai en sorte que, précisément, il y ait une vraie liberté scolaire. Parce que je crois que c'est en ramenant la compétition, une saine compétition, dans tous les domaines, mais notamment dans l'enseignement, qu'on arrivera à rénover les institutions. On ne va pas faire ça d'en haut. Les ministres de l'Éducation nationale se sont tous cassés les dents là-dessus. Mais il faut que, en fait, par la compétition, par l'ouverture à la compétition, de nouvelles écoles plus riches, plus rigoureuses, qui formeront des gens mieux, qui vont réussir mieux, on oblige l'Éducation nationale à évoluer progressivement. Aujourd'hui, cette compétition n'existe que de manière extrêmement limitée, puisque les écoles sous contrat ont des quotas de fait, pas de droit mais de fait, elles ne peuvent pas dépasser 20% des élèves, et elles sont obligées de suivre des programmes qui leur sont imposés pour l'essentiel. Donc en réalité, il faut rétablir cette concurrence, cette compétition, et je crois d'ailleurs, parce que c'est une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, je termine pour ma part par là, que c'est comme ça qu'on arrivera à faire les choses progressivement. Il ne s'agit pas de dire aux gens on supprime l'éducation nationale, il s'agit de leur dire on ouvre la liberté à d'autres de faire autrement s'ils le veulent, et la liberté gagnera à la fin. Et c'est la même chose pour la sécurité sociale. On ne peut pas supprimer la sécurité sociale. Mais si on dit aux gens, si vous voulez vous assurer ailleurs, vous pourrez le faire, et on garantit à ceux qui sont à la Sécu leurs droits dans les mêmes conditions jusqu'à la fin de leur vie, à ce moment-là, on va ouvrir. Et les nouveaux entrants, si la liberté donne de meilleurs résultats, ils choisiront la liberté. Et c'est comme ça qu'on réformera la France.
Écoutez, ce sont de très beaux mots. Alors, je n'irai pas de conclusion parce que je veux redonner la parole pour justement une conclusion chacun. Mais en tout cas, s'il y a bien aussi un terme qui vous rassemble, c'est le terme de liberté dans un pays où peut-être l'égalité vire à l'égalitarisme. Donc, redonner de la liberté aux différents acteurs publics et privés. Alors, du coup, voilà, quelques mots de conclusion. Je ne sais pas qui veut commencer, qui veut se lancer. Oh, ben, je vais peut-être commencer pour laisser Rafik terminer, conclure, parce que quand même, notre émission, je trouve qu'il est important de rappeler qu'elle tourne autour de ce que veut faire Objectif France. C'est Rafik Smati qui a le courage d'essayer de se lancer en préparant une campagne présidentielle. Je ne sais pas sous quelle forme ça sera, mais pour essayer de mettre des idées dans la campagne, ça c'est important. Donc moi, je vais dire que finalement, je vais résumer ce que j'ai déjà dit. Je crois que l'essentiel, c'est la responsabilité et la liberté. Rafik Smati l'a dit tout à l'heure, finalement, le rôle du gouvernement, c'est de nous laisser exercer à nous, les citoyens, nos libertés, parce que la fin de l'homme, c'est lui qui peut la rechercher, et il ne peut la rechercher que par sa liberté. Donc en fait, je crois que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est ce qui est fondamental, et c'est à partir de ce simple constat que la liberté est finalement le moyen pour l'homme d'atteindre ses fins, mais que la liberté est la fin du gouvernement pour laisser les hommes exercer leur liberté, d'atteindre leurs fins. À partir de là, se décline la subsidiarité, la responsabilité, le régalien, etc. C'est essentiel. Je retiens 2 mots de notre échange, cher Jean-Philippe. La liberté, dont vous parlez remarquablement bien, et la civilisation. C'est-à-dire l'idée selon laquelle tout ce que nous faisons en tant que société, en tant que nation, en tant qu'acteur privé, s'inscrit au service d'une cause qui nous dépasse et qui a vocation à durer au-delà de nous. Et ça, c'est le principe même d'une civilisation. Et pour que la civilisation dure, eh bien, il faut qu'elle repose sur un socle fondamental de liberté. J'oserais aussi dire d'ailleurs d'égalité, de fraternité. Égalité n'étant pas égalitarisme, que les choses soient claires entre nous tous, évidemment. Et de fraternité, tellement les tensions qui traversent la société française sont aujourd'hui extrêmement importantes. Mais la fraternité ne doit pas être travestie d'une dimension bisounours qui fait abstraction des enjeux civilisationnels et des défis civilisationnels qui sont devant nous aujourd'hui. C'est sur tout ça que nous allons échanger, continuer à travailler et nous battre ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et je prends le pari avec vous que la grande échéance, le grand rendez-vous démocratique de 2022 sera l'occasion de partager auprès de nos compatriotes des visions, non pas de la société, mais de la civilisation que les uns et les autres peuvent porter. Il y aura d'un côté les constructeurs, ceux qui regardent l'avenir, ceux qui croient en la France, et puis il y aura d'un autre côté les déconstructeurs, ceux qui sont dans des postures passives, qui ne croient plus en la France, qui pensent que le gâteau est limité, qu'il faut encore le partager et le repartager. Eh bien, je pense que pour une fois, depuis bien longtemps, les Français auront l'occasion de faire le bon choix. Merci je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à vous deux. Merci en coulisses à Eugène Darona et Thierry Lecoq. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Donc, sachez que ce débat a été enregistré. Donc, vous pourrez le visionner à nouveau tant il a été riche sur la page Facebook d'Objectif France. Et je vous donne rendez-vous le 5 juillet pour un nouveau débat, toujours à 18h30, avec Eudes Beaufreton, qui est le directeur général de Contribuables Associés, où là, on va faire un focus sur le nœud gordien du sursaut qu'on a évoqué ce soir, c'est-à-dire sur la réforme de l'action publique et une meilleure dépense publique. Et un autre rendez-vous le 7 juillet, toujours à 18h30, avec, là, sur un angle plus politique, avec Julien Aubert, le député Les Républicains. Donc, merci encore à vous deux. Merci.